Donc, tout d'abord, en quelle année êtes-vous rentré dans la résistance? Mais dès que j'ai été démobilisé, en somme, depuis le mois de septembre 40, quoi. Ah, Quoi. ah oui. Mais j'ignorais, comment dirais-je, la raison pour laquelle, qu'on m'avait demandé, par exemple, de faire un relèvement topographique sur le dépôt que les Allemands avaient fait à Tréglamus, un dépôt de torpilles qui était prévu pour le bombardement de l'Angleterre et qui était débarqué à la gare Belle-Île-Bégard et qui avait un camion qui faisait la navette tous les jours entre Belle-Île-Bégard et Tréglamus. Et ce dépôt était situé à une centaine de mètres d'une école confessionnelle, sans protection ni rien du tout, quoi. Alors c'était un champ avec, comment dirais-je, des talus avec des noisetiers qui couvraient tout, quoi. Ça faisait un angle comme ça sur une longueur peut-être d'une centaine de mètres, quoi. Et donc, on vous a demandé De faire un relevé topographique pour donner à un nommé Galou, qui était institut à Belle-Île-en-Terre à l'époque. Et que ce Galou, là, il a fini dans la compagnie Le Borgne à Calac, quoi, comme adjoint de commandement, quoi. D'accord. Et vous aviez, enfin, si c'est pas trop indiscret, vous aviez quel âge quand vous êtes Comment rentré à quel âge aviez-vous quand vous êtes rentré dans la résistance? Ben là, c'était donc en 40, j'avais 25 ans, quoi. Ah oui, d'accord. Et donc, enfin, vous saviez que c'était pour des actes de résistance? Pardon? Vous étiez au courant que c'était... Ben oui, je savais que c'était contre les Allemands, mais je ne savais pas pour destination que c'était, quoi. D'accord. Oui, oui. Et alors là, après, je me suis marié, puis on est parti à la Garenne-Colombe avec ma femme. Et puis là, je me suis trouvé en contact avec un nommé merde alors. René Vincent. René Vincent, oui, qui était radioamateur et qui fabriquait des postes émetteurs pour l'équipe MOI, c'est-à-dire la main-d'œuvre immigrée et étrangère, quoi. Ah ouais. Et alors, comment dirais-je, un beau jour, c'était donc au mois d'octobre 42, oui. Les Allemands sont arrivés pour faire une perquisition, quoi. Et pour essayer de lui mettre la main dessus, lui, il a réussi à déguerpir. Et puis, il y avait un poste émetteur qui était dans le, comment dirais-je, dans l'entrée du sous-sol, quoi, dans un couloir, quoi. Recouvert d'un sac, d'un sac d'emballage, quoi, qui couvrait parce que c'était à peu près long comme ça, large comme ça, puis haut comme ça, quoi. Et les Allemands n'ont pas eu idée de regarder ce qu'il y avait sous le sac, quoi. Ils sont partis. Ben, il faut continuer à faire quand même une surveillance, quoi. Et alors, quand je suis arrivé le soir pour voir s'il y avait quelque chose de nouveau, il y a une voisine qui m'a fait semblant de me filer, pas le faire rentrer, quoi. Et je suis allé chez une autre voisine que je connaissais aussi, et pour lui demander ce qui s'était passé. Elle me dit, ben, ils sont venus pour arrêter René, mais il y a quelque chose dans le couloir qui est très important, et puis que les Allemands n'ont pas vu. C'était la locataire de René Vincent qui avait signalé ça. Et je suis allé voir, et il dit, oui, ça y est, c'est la poste, quoi. Puis j'ai demandé à la voisine si elle avait une remorque de vélo pour me donner, pour embarquer le matériel, la remorque de vélo. J'ai pris la remorque de vélo, j'ai mis le poste dedans avec son sac, et mon vélo d'une main et puis la remorque de l'autre. À l'époque, c'était, comment dire, il y a eu blackout, il n'y avait pas d'éclairage dans les villes. Et moi, j'habitais à peu près 2 km de là. Et donc, je suis parti avec la remorque et mon vélo est arrivé sur la grande avenue. Il y avait donc un trottoir très large, mais avec des marronniers. Et au lieu de marcher sur l'avenue, moi, je marchais sur le trottoir. Et arrivé à un moment donné, il y avait un barrage qui arrêtait tous les vélos, des Allemands, quoi.
Et alors, que faire? Parce que s'il faisait demi-tour, j'étais coincé, quoi. Et j'ai continué, personne ne m'a rien dit, je suis passé Franco. Et après, arrivé au pont de la Puce, qu'on appelle ça, un pont de chemin de fer qui sépare Colombes de la Garenne-Colombes, c'était les Français qui fouillaient tout le monde aussi. Et alors j'ai fait le même truc, je suis passé sur le trottoir, je suis rentré chez moi, avec le poste. Et là, alors, j'avais garé la remorque sur le bord du trottoir, là, et pris le poste, je l'ai monté chez moi. Et ma femme m'a aidé, parce que j'avais rien pour monter au grenier, c'était un grenier perdu, quoi. Et alors, avec une table et puis alors une chaise, ma femme m'a aidé à monter le poste dans le grenier. Et là, j'entendais du bruit en bas, quelqu'un qui rouspétait ou je sais pas quoi. Alors ma femme est allée voir. Oh, c'était un gars parce qu'il y avait une crèmerie à côté. Et comme c'était pas éclairé, il n'avait pas vu la remorque, c'était un vieux qui allait chercher du lait, puis il a basculé par-dessus la remorque, avec son pot de lait. Bon, alors après, moi j'étais désigné pour partir en Allemagne, et j'avais refusé une réquisition allemande pour aller garder le pont de chemin de fer, là que je vous parlais, là. Et après, c'était donc désigné pour partir en Allemagne. Et alors, j'ai passé une visite et tout ça, puis j'ai touché 200 francs, une paire de chaussures, une paire de bleus. Puis on a pris le train donc pour venir en Bretagne, au lieu de partir en Allemagne. Et seulement s'il y avait le poste. Et moi, j'avais pas j'avais pas la liaison, moi. Et c'est la locataire de René Vincent, là, qui donc a réussi à avoir la liaison. Et peut-être une demi-heure avant qu'on partait, hein, il y a le gars qui est arrivé, un grand bonhomme, là, un grand, avec un accent étranger. Alors, il me dit, je fais pour prendre le colis à René. Alors il me dit, moi j'ai pas de colis. Mais si, vous savez, je sais le truc là. Vous allez me le remettre. Et je ne savais pas quoi faire. Hein. À la fin, il dit, bon, bah, très bien, on verra bien. Hein. Alors, il m'a aidé à sortir le poste du grenier, là. Puis il embarqué donc sur un remorque à vélo, mais attaché, alors, puis il est parti. Et j'ai su après, alors, il a été fusillé au Mont-Valérien, ce gars-là, c'était un Polonais. Parce que dans l'équipe, moi, il n'y avait que des étrangers, quoi. Il y avait des Français aussi, il y avait des Arméniens, des Hongrois, des Allemands même. Les Espagnols aussi. Comment? Les Espagnols, il y avait tout, quoi. C'était rien que des étrangers. Et ces gars-là, ils ont été dénoncés et ils ont été arrêtés au mois de février 1944. Et ils ont été fusillés. Le 21 février. Oui, le 21 février, oui. C'était les membres de votre groupe de résistance? Ah oui, mais c'était des FTP, quoi. Ils avaient fait un travail formidable. Ils avaient fait plusieurs tiraillements et des attaques contre les Allemands et tout ça. Ils avaient fait un travail monstre. Ils avaient abattu des officiers allemands. Ils ne faisaient pas partie du groupe, mais il avait aidé sans savoir que c'était le groupe Manouchian. Il ne savait pas, il a appris après la guerre. Ah, d'accord. Oui. Et alors donc de là, moi je suis revenu en Bretagne, je suis venu à Louargat et je suis allé, comment dirais-je, la forêt de Béfou, là. J'avais amené 2 autres gars avec moi, des réfractaires, et nous avons travaillé là pendant 3 semaines à la forêt de Béfou. Et alors, comme on n'était pas équipés ni rien du tout, on ne gagnait pas son eau parce que moi j'avais une femme et un gosse à nourrir, quoi. Et alors, je suis venu voir un minotier que je connaissais à Tonquédec, là, la minoterie du château, le Repax. Alors, il m'a dit, peut-être qu'il est chez Delille et chez Henri au Croix-Joux, là, peut-être pas au Croix-Joux, au Sainte-Croix, là, peut-être qu'il pourrait embaucher quelques-uns, quoi. Alors donc, Pierre Delille avait pris un qui est resté chez lui jusqu'en 1944. Et puis alors moi, je suis venu au Sainte-Croix chez les Henri, là, un gars qui faisait partie de l'équipe à Roger Barbet, là.
La rue Roger Barbet. Et je suis resté là jusqu'au mois de septembre 43. Et là, alors, on m'a demandé de rester à Louagarde pour mettre debout, comment dirais-je, une section de combat, quoi. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on était en train de faire, même on l'avait fait, pour ainsi dire, quoi. Et de là, alors, comment dirais-je, lorsqu'on avait fait un recrutement, et on avait envisagé, bien sûr, des déraillements, des attaques, des coupures de voies de communication et tout ça. Et j'avais été dénoncé par le docteur, un docteur d'Assonville, un gars que je connaissais. Et c'est lui qui a donc été nous prévenir les Allemands qui avaient une réunion chez moi. Il est allé avec sa voiture, parce que les docteurs, ils avaient de l'essence pour rouler, quoi. Il est allé avec sa voiture à Guingamp, prévenir la Gestapo qu'il y avait une réunion chez moi. Et comment ça s'est passé? J'avais dit à Roger Madihou, qui a été fusillé le 6 mai, là, à Ploufragan, là, si tu vois quelqu'un dans la rue, tu continues, tu ne rentres pas chez moi. Et quand il s'est approché chez moi, il voyait un gars qui passait, quoi. Et alors, comme le gars est parti, il s'est dit, bon, ça va. Il a fait semblant de faire pipi au bout de la maison chez moi, au garage, au bout du garage. Et le gars, une fois qu'il est monté chez moi, il est venu voir avec sa pile si le gars, il avait fait pipi. Alors il s'est dit, bon, ça y est. Et puis alors donc, et à minuit, les Allemands sont arrivés chez moi. Et Serge, à l'époque, il avait 18 mois, il avait son berceau. Et les Allemands, la première chose qu'ils ont fait, c'est de le basculer par terre, de vider de son réseau, voir s'il n'y avait pas des armes ou des tracts ou quelque chose dans son berceau, quoi. Et puis moi, j'ai réussi à filer par une petite fenêtre qui donnait sur une cour fermée. Donc les Allemands n'étaient pas derrière la maison. Et on est parti comme ça. Et alors, on est allé... on a couru à travers champs un peu partout, nu-pieds dans nu-pieds, comment dire, il faisait froid, il y avait, comment dire, une gelée blanche. Et alors, on avait froid terrible. Alors à la fin, on est allé dans une ferme, réveiller les fermiers pour demander s'ils pouvaient nous donner des sabots ou quelque chose, quoi. Mais le bonhomme, là, c'était un grand bonhomme, là. Et moi, il chaussait peut-être du 45 ou du 46, et moi qui chaussais du 42. Alors, on a bourré de la paille là-dedans, puis ça y est, on a pu quand même commencer à marcher à travers champs, et on est revenu voir, légèrement au lever du jour, voir s'il y avait quelque chose de nouveau. Et quand on est arrivé à découvert, où on voyait de la maison, on voyait plein de monde autour, quoi, alors on dit, tiens, ouais, toutes les bonnes femmes sont, parce qu'ils avaient leur grand manteau, là, les Allemands. Et on croyait que c'était les femmes qui étaient là pour voir ce qui s'était passé. Et alors, d'un seul coup, comment dire, mais avant ça, oui, et on était venus encore vers 2h du matin, et il y avait un clair lune formidable, et la lune donnait derrière la maison. Donc ça faisait une ombre devant la maison. Et puis il y avait donc un gardien là, qui surveillait, quoi, voir si on reviendrait. Et alors on voyait quelque chose qui n'était pas sûr, on n'arrivait pas à déterminer. Et comme il y avait un tas de cailloux à côté, on lui a jeté les cailloux. Alors là, on l'a vu qu'il s'est mis à courir, là. Alors on a déguerpi. Et quand on est revenu après la levée du jour, là, et ils sont aperçus qu'il y avait quelqu'un qui s'approchait de la maison. Et ils ont lancé un cri, puis on avait nos vélos qui étaient là. Et ils ont pris les vélos, puis ils sont mis en pédalé pour descendre la côte pour le rattraper. Nous, on a sauté par-dessus le talus. Et on est allé prévenir d'autres copains, quoi, faire attention, quoi. Mais quand on est arrivé chez un copain, là, chez Émile Kosker, là, il avait déjà été embarqué, lui. Parce qu'on voyait la trace sur la route, comme il y avait la gelée blanche. On voyait la trace des voitures, tout ça. Et de là, donc, on s'est dit, nous, on devait rejoindre Lonquenvel, où il y avait donc la base, et où se trouvaient les armes également, dans la journée, dans la forêt. Dans la nuit, quoi. Et vers
vers 1h, 1h30 de l'après-midi. On était là au soleil à attendre, quoi. Et on a entendu des coups de feu, mais assez loin, quoi. Et peut-être 1h, 1h30 après, on a entendu une moto dans un endroit. Comment ça se fait qu'on entend un bruit de moto là? Il n'y a pas de route, rien du tout, parce que c'est bizarre ça. Et un peu plus loin, il y avait deux bûcherons qui savaient qu'on était là. Ils nous crient dessus, ils arrivent sur vous. Alors, c'est vous que ça veut dire ça? Et on relève la tête, il y avait en hauteur là, il y avait un officier allemand à cheval, il regarde avec ses jumelles comme ça, mais il regardait loin, mais il ne voyait pas nous, on était en dessous. Alors il cherchait, on se laissait rouler dans le champ, quoi, le long du talus, et puis on a réussi à déguerpir. Et c'est là qu'on est arrivé donc de retour là, au château Tonquédec, et on est revenu au 5 Croix là, jusqu'au 23 mai. Le 23 mai, quand il y a eu l'attaque de Kerguignou, moi je sortais de Kerguignou là, avec un copain, on avait une réunion au Kerguignou, et on arrive, vous ne connaissez pas Kerguignou, non? À Ploubert, entre Tonquédec et Ploubert. Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas, donc. Il y avait une côte, un raidillon, quoi. Et arrivé en haut du raidillon, puis c'est encaissé, c'était comme une tranchée, quoi. Et on a entendu un bruit de ferraille, et il y a un petit carrefour, là, des chemins d'exploitation agricole, quoi. Et puis, dans le coin, il y avait une ouverture pour un champ de blé, là, mais il y avait un tronc d'arbre hein, pour comment dirais-je, protéger l'entrée, quoi. Et alors, je dis aux copains, mais dis donc, mais c'est bizarre, moi j'ai entendu ce bruit-là, quelle vague, déjà. Et on est rentré là, dans le champ, et puis il y avait les fougères déjà assez hautes. Et qu'est-ce qu'on voit défiler? Les Allemands qui défilaient en vélo. Et ils sont arrivés à l'improviste, en bas, là où on avait notre réunion, dont on était 5, je crois. Et alors, il y a eu 2 tués, là, et puis alors un blessé qui a été exécuté après, comment dirais-je, à Ploumagoire, oui. Un homme médérianique de Locandel, puis de l'armée des Prigeons. C'était chez lui qui avait les réunions, là. Puis un autre de Ploubert. Et puis un qui a passé toute la nuit dans la rivière. Il s'est planqué dans la rivière, alors les Boches ne l'ont pas vu. Et quand les Boches sont partis, bien sûr, il est reparti dans la région parisienne, quoi. On ne l'a pas revu après. On avait des petits groupes, des groupes de 7, 8, 10. Oui. Parce que c'était, comment dirais-je, moins vulnérable que les grandes concentrations, comme il y a eu, comment dirais-je, comment? Au Vercors, par exemple. Oui, oui, oui. Là, les Allemands mettaient le paquet pour annihiler le groupe, quoi. Alors, on avait, par exemple, nous, on avait 3 groupes, là. Il y avait donc le groupe de Plouaret, Vieux-Marché, L'Envélec, quoi. Et puis alors le groupe de Pusunette, Tonquédec, Bullion, et le 3e groupe, alors Loaga, Belle-Île-Bégard, Saint-Éloi. Et puis alors, ça c'est notre équipe, ça. Hein. Mais alors seulement, il y avait aussi, sur Bégard, il y avait deux groupes également. Bégard sous les ordres de Porchou et comment s'appelait déjà l'autre? Élard. Oui, Gélard, oui. Élard. Élard, oui, Élard. Mais tous ces groupes étaient intégrés aux francs-tireurs et partisans. Tous ces groupes. Ah oui, d'accord. Oui. Et dans vous, votre petit groupe, vous étiez combien à peu près? Ben, nous, on était 13, je crois, oui. 13. Oui, oui, oui. Oui. Mais 13, mais ils pouvaient compter sur d'autres personnes, éventuellement. Oui, c'était plusieurs petits groupes qui faisaient partie d'un grand... On avait donc des agents de liaison pour faire la liaison entre les différents groupes. Le 3 juillet, moi je me suis trouvé isolé
Parce que j'avais fait une embuscade là, à Trovos, entre Cavan et Plusunette. Et pendant que j'étais absent, moi. Entre Cavan et Bégard. Oui, Cavan-Bégard. Oui. Et donc, pendant ce temps pendant que j'étais, parce que moi j'ai quitté le camp de base vers 7 heures du matin pour aller intercepter les Allemands qui réquisitionnaient les paysans pour araser les talus le long des routes. Et quand on est arrivé, il n'y avait personne. Alors on s'est dit, on va aller mettre le drapeau sur... on a été à la mairie prendre le drapeau pour le mettre sur le monument aux morts. Et de là, alors, on est venu nous placer là sur le bord de la route de Lannion. Et on a attendu longtemps, on a attendu jusqu'à 2 heures l'après-midi. Il y a un camion qui est arrivé, puis on l'a mis en l'air, quoi. Mais pendant ce temps-là, le groupe de base avait été attaqué le matin, peu de temps après que je suis parti, moi. Mais moi, je ne savais pas. Et puis, parce qu'ils n'ont pas pu, ils ne savaient pas où j'étais, quoi. Et alors, quand on est arrivé, vraiment, c'est des coups de peau. Les Allemands venaient de partir. Et on les a vus en vélo, parce qu'il y avait une ligne droite là. J'ai demandé, mais je ne savais pas que c'était les Allemands. Mais juste à la limite, quoi. On a vu des cyclistes, et c'était les Allemands qui s'en allaient, quoi. Mais quand on est arrivé, c'était un chemin un peu boueux. Juste, mon Dieu, mais c'est des traces de bottes, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et puis on est allé doucement, on était sur nos gardes. Et puis tout était en pagaille, là, dans le camp. Alors, comme on avait nos agents de liaison, c'était des femmes. On a donc vu celle qui était la plus proche, c'était Aline Glasio de Plusunette. On lui a demandé si elle savait où étaient les autres gars. Mais les autres gars, bien sûr, qui s'étaient éparpillés et avaient donc prévenu Aline qui se trouvait à l'endroit. On n'a pas réussi à la récupérer, quoi, les gars, le lendemain. Ah ouais. Et le lendemain matin, il y avait deux de ces gars-là qui étaient en embuscade là, dans un carrefour entre Saint-Éloi et Plusunette, dans le champ, planqué derrière un talus, et le fusil mitrailleur là sur le talus, planqué dans les fougères, une voiture allemande qui arrive, il y a 2 officiers allemands qui descendent pour faire pipi. Le nez presque sur le fusil mitrailleur. Mais on avait reçu l'ordre de ne plus tirer parce qu'ils avaient ramassé des otages. Alors, on ne sait pas s'ils ont vu le fusil mitrailleur ou ils sont partis, quoi. Ouais.